Et donc, présentation succincte, je vais essayer de faire ça succinctement. Michael Fuseau, agriculteur au pain, donc dans les Deux-Sèvres. Du mauvais côté de la pente. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, puisque du coup il n'est pas sur le bassin versant. Ma présence ici, elle est due à deux éléments. C'est que je suis aussi vice-président de la CAVAC et du coup que la CAVAC est partenaire de l'OPTB depuis très très longtemps. Et donc pour ma partie agricole, j'ai repris l'exploitation de mes beaux-parents il y a une dizaine d'années maintenant. Je suis donc éleveur, mais je n'élève pas des herbivores, j'élève des pigeons. Ce qui rend mon système un petit peu particulier, mais qui apportait, je pense, un éclairage intéressant. Donc, je suis un éleveur, mais avec un modèle céréalier, puisque les premières choses que j'ai faites, c'est de distinguer les deux ateliers, parce que l'autonomie alimentaire chez moi, c'était compliqué, puisque je travaille sur 110 hectares de SAU, et j'élève 8 couples de pigeons. Alors, je vais pas faire de vous des éleveurs de pigeons en 5 minutes, mais sachez que la ration du pigeon, c'est du maïs grain, entier, pas cassé, avec un bon taux de protéines et à peu près 20% d'aliments complémentaires. Donc, produire mes besoins en maïs, c'était quasi impossible à moins d'annexer le territoire des voisins et autres. J'ai donc dissocié les deux ateliers et c'est la première de mes adaptations. Et ensuite, ça m'a permis de faire plein d'autres adaptations sur mon système de culture où j'ai intégré des rotations, où j'ai modifié les façons de travailler et où j'ai donc amélioré l'importance et autres. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Ouais, Michael est en train de foncer et anticiper sur différentes questions que j'allais poser par la suite. Du coup, j'insiste, contentez-vous effectivement pour vous présenter très brièvement, très succinctement qui vous êtes, quelle activité vous avez effectivement. Et puis après, on va rentrer progressivement dans les questions qui vont vous permettre d'expliquer un petit peu comment vous vivez sur les dérèglements climatiques et quelles adaptations, quelles évolutions vous avez apportées à vos... Bonjour, Antoine Pasquier, je suis éleveur bovin à la petite Boissière en blonde d'Aquitaine, un bovin viande. Mon système est basé essentiellement sur le pâturage, notamment avec une technique de pâturage tournant dynamique. Et je travaille aussi avec l'intégration du bocage des haies et de la biodiversité comme outil de travail sur ma ferme et j'essaie de prendre en compte ces outils-là réellement sur ma terre pour améliorer ma production et mes performances technico-économiques. Et ça améliore aussi tout l'aspect social et environnemental de ma production agricole. Voilà. L'autre. Bonjour, Antoine Biteau. Donc, moi, je suis de Saint-Mémin, pas très loin d'ici. Je suis mis installé au sein du GAC-Laroc, GAC associé, 5 QTH et demi, sur 205 hectares en bio depuis 30 ans, avec 70 vaches laitières en système naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que toute la suite est élevée, on fait du bœuf et un peu de génésie de race. De la culture aussi, des métailles de maïs, du légume de plein champ, pommes de terre, poireaux. Et voilà, travaille aussi sur la conservation des sols, l'agroforesterie, il y a 55 hectares d'agroforesterie d'infanté. Et beaucoup de bocage, donc voilà, si on travaille sur la biodiversité et tout ça. Bonjour, donc Frédéric Soulard, associé du GND de Rive, 3 associés à Saint-Amand-sur-Sèvre en bovin viande, 170 vélages en blonde d'Aquitaine sur 210 hectares et ça fait 155 hectares d'herbes naturelles et artificielles. Voilà, il y a des anciennes de bocage et donc du coup voilà, en réflexion sur le changement de système et du coup d'adaptation au changement climatique. Garder le micro si tu veux. Du coup, ma première question va être ce changement climatique, ce dérèglement qu'on évoque depuis ce matin. Comment vous l'avez identifié chez vous? Comment vous l'avez perçu? Et quelles ont été vos premières réflexions? Nous n'avons pas forcément décrit dans un premier temps les solutions, les évolutions précises que vous avez mises en place, mais vos réflexions, avec qui vous êtes tourné, quelle démarche ça a initié, en fait. Quelle démarche c'est peut-être de regarder un petit peu plus loin, prendre du recul,
regarder un petit peu plus en bas, quelquefois, sur les changements d'espèces de nos prairies ou des choses comme ça. Donc, on va regarder ce qui se passe au sud, on communique, on essaie de s'informer. Moi, je pense que le chargement, les UGD, en tout cas sur ma ferme, sont trop hauts et donc on s'adapte pas assez. Dès qu'il y a un problème de sec, eh bien, on n'est pas habitué. On arrive tout de suite dans des gros problèmes de fourniture de fourrage aux animaux. Donc 2022 a été, moi, très compliqué. Donc là, je n'étais pas du tout, la ferme n'était pas adaptée à ce changement-là. Donc oui, de ne pas avoir peur à ces changements-là et ces adaptations-là. Il faut juste, on peut près savoir et y réfléchir au moins et après peut-être faire au fur et à mesure des petits changements progressifs pour ça. Maintenant, une question agriculteur, autrement dit, est-ce qu'il y a un événement climatique qui vous a vraiment marqué, impacté et qu'est-ce que ça a initié comme démarche d'études de réflexion Moi, il y a eu un voyage un peu choc où j'ai rencontré des paysans en Europe, dans l'Oasis, et qui m'a fait comprendre que l'agriculture là-bas, sans l'arbre, elle n'était pas possible. Parce qu'il y a tout qui était roulé par le soleil. Et c'est là que, quelque part, la réflexion autour de l'agroforesterie est venue. Si on veut limiter l'évapotranspiration des sols, garder l'humidité le plus longtemps possible sur les périodes estivales plus sèches et plus chaudes, il va falloir pouvoir couvrir nos sols par les arbres, pour qu'il y ait de l'ombre et pour que, pour garder l'humidité le plus longtemps possible dans nos sols. Et qu'ils puissent être aussi et les avoir aussi vivants, et de la matière organique, de l'air de terre, parce qu'on se rend compte aussi, avec le travail du sol, c'est que des années humides comme on peut avoir cette année, et le fait de travailler superficiellement le sol, on a des sols beaucoup plus portants et qui sont entraînant aussi beaucoup plus rapidement. Et je pense que c'est des choses qu'on va continuer de travailler. Alors, on n'est pas parfait là-dessus, mais je pense que c'est des moyens d'adaptation concrètement pour demain, pour à résister ces excès qui vont être aussi bien. Moi je le vois un peu comme une anarchie quand même. Il y a des cycles, on voit des années plus ou moins plus humides et c'est un peu perturbant. Mais je pense que l'adaptation se trouve là-dedans, quoi. Antoine, est-ce que tu peux rebondir? Voilà, la réponse est à peu près la même que la tienne. Après, il y a aussi une réponse sur la diversité des items culturaux. Au début, j'ai démarré avec beaucoup de maïs. Et ça a pas fonctionné petit à petit. Plus les années passaient, moi, j'avais le rendement et puis j'arrivais pas à assurer mon autonomie. L'autonomie aussi du système est une réponse aussi euh, à ces problématiques climatiques. Et du coup, je suis passé sur un système métail grain, là, comme on expliquait. Mais par contre, j'avais une question aussi à poser. Là, moi, par rapport aux problématiques d'automne et d'hiver pluvieux de l'année dernière et puis un peu de cette année, les métailles-grains, chez nous, c'est pas forcément, même les céréales d'hiver, c'est pas forcément une réponse, quoi. Et du coup, moi, suite à l'année dernière, j'ai décidé d'assurer mon besoin en céréales, grains, par un petit peu de métailles-grains et un petit peu de maïs de Pâques, quoi. Donc, vu des échos qu'on a eu sur les deux présentations, sur l'évolution des cultures de printemps, moi j'aimerais bien voir, savoir si c'est pas de stratégie ou pas. Pierre, Julien, Serge, est-ce que... Alors, un élément très clair à Tolonière, rendement maïs, la meilleure année, 11 tonnes de matière sèche en ensilage, la pire, 3 tonnes, en moyenne 7 tonnes. Bon, dans le maïs, dans nos systèmes de polyculture élevage qui se veulent autonomes pour nourrir des bovins, c'est quand même pas fiable, en fait. C'est vite qu'il est pas fiable, quoi, même pour une quelque temps. L'avantage du métail, quand même, c'est que on s'affranchit de la contrainte estivale. J'entends les hivers humides. Il y a des céréales qui sont un peu plus adaptées que d'autres. C'est sûr, le triticale semble être la moins mauvaise.
N'empêche que cette année, on va avoir des dégâts début de printemps, puisqu'il y a des dégâts qui sont dans l'eau. Mais voilà, ça semble être la moins mauvaise, et la moins mauvaise qui amène peut-être le plus de robustesse, donc le moins de variabilité. Voilà. La problématique, il y a 2 ans, en fait, c'est quand même pouvait n'a pas les semer, en fait. Donc, Oui, effectivement, il y a 2 ans, c'était compliqué de semer. Bon, il y a la question de la rotation. À Torigné, il y a 2 ans, et ben, on a semé tout ça derrière les prairies. Heureusement qu'on a des prairies qui rentrent dans la rotation. Si on n'avait pas de prairies qui rentraient dans la rotation, on n'était pas très bien. Il y a aussi l'enjeu des couverts. Dès que c'est moissonné, on essaye de mettre en place un couvert, ce qui fait que ça tampote ces excès d'eau et on peut aller un peu travailler le sol à minima pour assurer ces implantations. C'était pas parfait, on n'a pas pu tout faire, mais voilà, c'était levier parmi tant d'autres. Mickaël, est-ce que tu veux prendre le temps de redécrire un petit peu ce que tu as pu expérimenter sur ta ferme, les échelons que tu as pu apporter Je peux. Moi, c'est pas un événement climatique qui m'a incité à commencer les changements, puisque j'ai eu la chance de faire des études d'environnement. J'ai eu un autre métier avant. Je me suis installé il n'y a que 10 ans. Et donc, en reprenant le système de mon beau-père, qui était un système qui fonctionnait, hein, on voyait bien que les limites de ce système-là étaient atteintes. Il y avait peu de rotation sur les cultures. C'était un système blé maïs, de labour par an. Donc il était autonome d'un point de vue alimentaire, et donc économiquement ça matchait tout à fait, mais on voit bien qu'agronomiquement ça pose des problèmes. Et je reprends un peu aussi la question à Antoine. Effectivement, je pense qu'il faut pas forcément être enfermé dans un modèle, que sur le territoire on a plein de modèles agricoles différents qui ont tous leur place, et que les réponses à l'ensemble de ces modèles, elles ne sont pas uniques. Il faut aussi là qu'on ait de la diversité. Donc en dissociant les deux, mes 2 ateliers, moi je sais que c'est un peu des critiques sur la table ronde, mais en dissociant les 2 ateliers, je vais vraiment apporter une vraie réponse, et j'ai vraiment amélioré agronomiquement la qualité de mes sols. J'ai limité le ruissellement. On est passé, comme je le disais, de 2 labours par an à plus de labours, ou à un labour occasionnel tous les 4 ans ou 5 ans pour répondre à une problématique de salissement. J'ai intégré des couverts systématiques après toutes mes cultures. Alors, là encore, soyons agiles et adaptables, sauf cette année derrière les maïs grains, puisque la date de récolte de maïs grains était vraiment trop tardive. Donc, il n'a pas été possible de semer des couverts derrière les maïs grains cette année. Mais voilà, sinon, systématiquement, couverture des sols de manière systématique. Ça m'a aussi permis de tenter 2 km de haies sur mes terrains. Voilà. Donc on a amélioré le stockage de l'eau par rapport au paysage. On a amélioré le stockage de l'eau en faisant remonter les taux de matière organique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier non plus. Voilà, on a comme je le disais en présentation, je suis passé de 2 cultures à 8 cultures. Voilà, donc une rotation différente. Et quand on met pas tous ses œufs dans le même panier, nous agriculteurs, c'est un vieux dicton, mais qu'il est à toute son intelligence en ce moment. Quand on met pas tous ses œufs dans le même panier, en général, c'est rare quand même d'avoir toutes les cultures qui marchent mal. Il peut y en avoir une qui marche bien, mais souvent, ça décote pas partout tous les ans. Et même quand ça déconne, le système assurantiel a tendance à répondre beaucoup mieux, puisque du coup, notre moyenne triennale, notre moyenne quinquennale est beaucoup moins impactée. Donc voilà, je pense que faut qu'on soit agile et qu'on soit divers dans les réponses apportées, quoi. Il y a pas, voilà. Moi sur mon exploitation, voici grosso modo les adaptations que j'ai pu mettre en place depuis 10 ans. Alors il y a des années qui sont compliquées quand même, hein, où les récoltes sont compliquées, hein, faut pas se mentir. Mais par contre, quand la portance est meilleure, déjà, en général, ça va déjà quand même beaucoup mieux, quoi. Fred, même question. Je peux vous prendre le temps de détailler un peu plus les évolutions que vous avez apportées sur votre ferme au regard du constat qu'on partage ce matin. Ben oui, c'est vrai que si on a pris le temps peut-être d'être conscient de certaines choses qu'on faisait qu'on respectait plus trop, quoi. Alors les champs qui étaient travaillés historiquement dans le sens de la pente parce que c'était plus facile à travailler, et donc on fait comme papa et on se remet pas en cause. Eh bien aujourd'hui on n'a plus le choix vu les précipitations qu'on se prend quelquefois. Et donc moi il y a 15 ans je voyais des veines d'érosion dans les champs et
ça me perturbe un peu, mais tant pis, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Bien non, aujourd'hui, on a le choix, on peut travailler dans l'autre sens, on s'adapte. En tout cas, voilà, le labour, il est pas systématique, loin de là, comme il peut être utile, notamment dans l'agriculture biologique, mais il faut savoir pourquoi on le fait et donc maintenant, il faut qu'on se repose des bonnes questions. Donc on s'est formé, on a été questionné des personnes. Voilà, déjà quand on a ce bagage un peu technique, scientifique, enfin, certains, bah, allez, on peut engager quelques changements. Donc sur le travail du sol notamment, je pense qu'on a fait du travail et en même temps réduire la chimie parce que ce serait pas équitable d'enlever le travail du sol, mais d'augmenter les pesticides. Donc faut être cohérent aussi avec ça. Donc encore une fois, c'est du temps, de l'essai, d'échange et on y arrive. La biodiversité, ouais, ben nous aussi, on va planter des haies, pour essayer d'augmenter cette biodiversité. L'opportunité du pâturage tournant, c'est vrai qu'il il est de plus en plus compliqué quand même parce que l'excès d'eau fait que, printemps 2024, on a sorti des animaux pour aller chercher de l'air. On les a rentrés 3 semaines après parce qu'on est en train d'allumer le paille. On les a ressortis. Donc les bâtiments, il faut les adapter, il faut prendre le temps. Donc il nous faut de la main-d'œuvre sur les fermes pour prendre soin de nos animaux pour les sortir et les re-rentrer quand il faut. Dans les moments de chaleur, de sécheresse, il va falloir aussi rentrer nos animaux. Il va falloir des bâtiments adaptés. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut nous mettre, prendre le temps de le faire. Voilà, il y a ça. C'est sûr que la matière organique de nos sols, il faut qu'on la augmente. Ça sert de nos Et puis, diversité des cultures aussi, pas mettre tous ces 2 dans le même panier. Donc, moi aussi, on a appris à diversifier les cultures, pas toujours regarder qu'à la marge, à la culture, à celle qui dégage de mieux de marge. On l'a fait sur 60 de notre, non, ça marche pas. Finalement, c'est vrai que les prairies multi-espèces, elles sont plutôt bien parce qu'à partir du moment où on les a semées, on les exploite écologiquement et on peut les garder 5-10 ans. Donc ça, c'est très bien. La polyculture élevage a toute sa place parce que dans notre bocage, les prairies naturelles, il faut bien qu'on les exploite aussi. Donc voilà, la part de bovins, enfin de ruminants là-dedans, elle est à trouver, mais elle est essentielle. Voilà, donc il y a tout ça qu'on a travaillé, qu'on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Antoine, après. Ça tombe bien, pour rien, j'ai pas grand chose à ajouter derrière ça. Je m'en paye. C'est pour ça que Non, mais oui, c'est sûr que, enfin voilà, Enfin, moi, il y a quelque chose quand même qui me réconforte, c'est donc sur 30 ans qu'on fonctionne un peu en autonomie, avec les prairies, le pâturage, globalement, on se rend compte que globalement, même si on a des aléas, on arrive sur la ferme à produire les mêmes volumes tous les ans de lait. On est quand même sur des systèmes qui sont résilients, quoi. La prairie, elle est là, par rapport à l'érosion, les sols, tout ça, elle peut être vite portante, beaucoup plus portante et accessible aux animaux qu'un sol qui doit se essuyer, qu'on doit travailler. Enfin, voilà, ça va beaucoup plus vite. Et globalement, voilà, avoir une ferme qui repose sur une base où il y a beaucoup d'air valorisé par les animaux, c'est quand même très résilient, quoi, par rapport à un système qui serait en zéro pâturage avec du maïs régrave. On va être peut-être plus vulnérable par rapport aux aléas climatiques, justement, quoi. Sans compter les charges de travail. On a vu l'année dernière sur un printemps très humide, qu'on a beaucoup de surface de piste à faire. Une max, c'était très très compliqué. Les derniers maïs sont faits très tard. Il y a plus de température, donc il y en a fin novembre où ils étaient toujours pas mieux, quoi, les maïs. Donc voilà, le fait d'en avoir moins à faire, c'est plus facile. Voilà, on arrive à s'adapter aussi comme ça, quoi. Antoine, si tu veux rebondir et peut-être mettre en avant, parmi les choses que tu as pu mettre en place et expérimenter sur ta ferme, une réussite et éventuellement un échec, parce que ça t'arrive aussi de tester des choses et qui sont pas forcément des réussites. La réussite qui se mesure dans le temps et même dès les plantations, c'est l'intégration de ce maillage bocager autour de mes parcelles. Donc vous pourrez le voir cet après-midi. C'est sur ma ferme qu'il va y avoir les ateliers. Grosso modo, on a dessiné des parcelles pour qu'elles soient d'une taille géométriquement parlant, pour qu'elles soient protégées intégralement par l'effet que les arbres peuvent apporter à la surface. Et on mesure rapidement dès la plantation par rapport à la lutte contre l'érosion des sols. Et à
assez rapidement. Ensuite, dans les premières années, avec l'installation des arbres, on voit que la protection contre le vent apporte aussi un plus, et pour la culture et puis pour les bovins qui sont dans les champs. Et moi qui ai aussi, comme Mickaël, une formation qui est plus liée à l'environnement et au milieu du bois de forestière. Je pense qu'on sous-estime dans le monde agricole les bénéfices que les systèmes vivants naturels, ce qu'on appelle la biodiversité, peuvent apporter à l'économie et à la production de nos fermes. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Par exemple, dans mon cas, c'est le fait d'associer ce système de prairies pâturées avec ce pâturage tournant dynamique qui va booster aussi la vie du sol et toutes les conséquences que les différents intervenants ont apportées. Et couplé à ça avec ce système et ce maillage bocager qui est fonctionnel, je pense ça apporte un plus réel économiquement parlant sur ma ferme. Et couplé aussi avec ce travail du sol assez simplifié. Et je pense qu'il y a de la progression à faire là-dessus dans nos systèmes. Antoine, gros rebondir. Ce que tu dis, ça me fait repenser à quelque chose par rapport aux réussites. C'est vrai que par rapport au travail superficiel tout seul, globalement, en réussite, nous, on a remarqué cette année par rapport aux voisins qui ont travaillé un peu différemment. Eh ben, on a eu des parcelles qui portaient sur récolte des maïs on a quasiment pas marqué. On est passé quasiment partout. Et donc voilà, c'est une réussite. Et sinon aussi également par rapport aux semis, les petites graines au printemps, l'impact des limaces et les carapes dans la vie du sol. Et il y a quelques années en arrière, une année derrière où le labour était systématique, c'était pas rare d'avoir des cultures détruites par les limaces. Aujourd'hui, ça n'arrête plus parce qu'il y a des carapes dans le sol et ils font le boulot, quoi. Ils mangent les limaces, quoi. Et ça, c'est vraiment une réussite, ouais. Antoine, rebondis. Et si on peut parler pas des échecs, mais des points négatifs aussi qu'on peut parcourir, enfin qu'on peut avoir dans l'installation de ces systèmes, notamment de l'intégration des haies sur la ferme. Il y a toute la contrainte liée à l'entretien en fait des haies et la complexité de l'entretien que ça peut apporter. Et justement, on en parlera cet après-midi si ça vous intéresse. Moi, j'ai mis en place des systèmes de clôture qui sont évolutifs. Vous allez voir des haies qui sont pas forcément bien entretenues comme vous pouvez l'imaginer, mais que ça peut s'expliquer justement, c'est par rapport à l'équipement de ces haies en système de clôture. Donc, quand on a des animaux dans les champs, c'est une contrainte supplémentaire par rapport aux gens qui n'ont pas d'animaux dans les champs. Donc j'ai fait des tests, j'ai du recul là-dessus et donc avec ma formation qui est plus liée à l'écologie, à la au monde forestier, et puis maintenant mon métier d'albiculteur et d'éleveur, j'ai travaillé sur ces systèmes de clôture qui prennent en compte justement cette contrainte d'entretien et de gestion ski forestière des haies et ce besoin aussi que l'on a des besoins écologiques avec ces calendriers qu'on souhaite, qu'on nous demande de respecter par rapport au temps d'entretien. Et là, je pense pouvoir vous présenter des choses qui peuvent fonctionner et qui vont dans le sens du développement de cette biodiversité qui peut être utile à notre production agricole. Voilà. Serge, Julien, Pierre, si vous avez envie de rebondir à ce stade, Ouais. n'hésitez pas. Je crois que je me suis jamais senti autant inutile dans une table ronde parce que d'habitude, c'est parce que vous avez sur votre plateforme, mais d'habitude, c'est moi qui propose ce type d'amélioration. Et là, j'ai rien à dire. Pour une fois, je suis ravi de voir que, enfin, c'est déjà un élément que je vous avais. C'est bravo, quoi. Enfin, il y a plein de choses que vous dites que c'est moi qui a tendance à les défendre. Et là, j'ai même pas besoin de les défendre. Je vous écoute et je suis content. Voilà. Voilà. Bravo. Et je peux vous dire, c'est pas si simple que ça dans toutes les régions françaises. Je suis allé déjà dans des régions viticoles.
c'est compliqué. Plus on part dans céréalier, plus c'est compliqué aussi. Je pense que là, on a un bon équilibre quand même de connaissance du territoire, de l'arbre, des cultures, alors il y a peut-être des nouvelles diversités qui arrivent dans le futur, mais déjà, vous partez bien, quoi. Enfin, voilà. Enfin, vous êtes bien lotis par rapport à ce que j'ai vu et bravo. Je repasse la main, du coup, je repars dans l'illégitimité. Mais on est conscient d'avoir un contexte des plus favorables. Il y aura la possibilité, au niveau de la salle, de poser 2-3 questions si vous le voulez. Dès qu'une main se lève, je me tournerai vers vous. En attendant que les questions viennent, j'ai une petite question à poser à nos agriculteurs sur scène. À ce stade, est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis des grands décideurs, vis-à-vis des élus locaux, vis-à-vis des structures agricoles qui sont présentes une grande partie dans la salle? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'exprimer à cet endroit-là? Alors voilà, l'attente la plus forte au niveau des politiques et des décideurs, mais aller sur un débat du moment, c'est vraiment d'aller trouver des modèles économiques qui nous permettent de financer pour le plus grand nombre des modèles agricoles la transition. Alors dans ce fameux truc de transition, mais tout est n'importe quoi, mais clairement, je pense que s'il doit y avoir quelques politiques et quelques décideurs qui ont le bras plus long que nous, c'est vraiment ça le message à faire passer, c'est que effectivement, je pense que le monde agricole n'a jamais été aussi prêt au changement, même si le monde agricole est quand même vraiment habitué au changement, parce que s'il y a quelque chose qui évolue tout le temps, c'est vraiment nos pratiques agricoles. Alors, elles vont continuer à évoluer, je mets aucun doute là-dessus. Il s'est fait plein de choses, et c'est pas parce qu'on évolue aujourd'hui que ce qui s'est fait hier était mal. On a plus de recul aujourd'hui pour dire que voilà, il y a des choses qu'il faut éviter, mais pour autant, ne jetons pas la pierre à tous ceux qui sont passés avant nous et qui ont des modèles différents. Voilà, non, mais moi, voilà, je suis donc, comme je disais tout à l'heure, vice-président à la CAVAC, et le débat qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est de trouver des moyens de financer la transition pour le plus grand nombre. Et ça, si je pense, si les politiques publiques ont demain à prendre des virages, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller, quoi. Si on veut que tout ce qui se dit de bien ici, cette table ronde soit transcrite dans au plus grand nombre, sur le plus grand nombre de fermes pour que voilà, les choses s'améliorent. Il faut qu'il y ait des moyens pour que les agriculteurs aient le financement du risque nécessaire à la transition. Il y a déjà une pression sociétale forte sur nos pratiques. Il y a aussi, ça va pas être abordé aussi, mais un regard duquel il faut se départir du voisin. Voilà, quand on change de pratique, on sait tous que dans le monde agricole, le regard du voisin est important. Il y a aussi le regard des générations qui sont passées avant, qui généralement baisent aussi, et il faut se sortir de ça pour accepter le changement, et ça aussi, c'est pas toujours très simple. Donc, si en plus on a déjà affaire à toutes ces pressions-là, il faut que le risque financier, qu'on ait les moyens des ambitions qu'on veut mettre pour l'agriculture de demain, quoi. Une question. Oui, toute petite question. Alors moi, je ne suis pas agriculteur, vous savez bien. Vous savez pas évoquer deux choses qui, nous, politiques, justement, on se prend sur les bras assez très régulièrement. C'est la question du drainage et du monde agricole, et des pratiques agricoles. Et puis la deuxième, c'est la méta au niveau de l'agriculture aussi, qui est souvent aujourd'hui considérée comme une source de revenus qui peut s'associer à la pratique agricole et qui permet d'équilibrer justement, d'équilibrer économiquement le fonctionnement des exploitations. Donc ici, on développe pas mal la méthanisation sur notre territoire, et cette méthanisation reliée justement au fonctionnement du sol et à la pratique agricole. Antoine. Sur la question du drainage, c'est sûr que je sais que nous, sur la ferme, concrètement, par exemple, on s'est posé des questions par rapport à l'historique des parcelles. Là, dernièrement, on a viré des parties drainées, pour les remettre en zone humide. Je m'explique, et ça, c'est après avoir discuté avec des anciens, se souvenir que dans le temps, cette parcelle-là, elle n'était pas cultivée, c'était une prairie gageon. Et en fait, là, c'était parce qu'on cultivait aujourd'hui, que des grains, tous les 2 ans, ils étaient poussés, tout le temps, ça restait calme à un moment donné, on s'est dit,
un peu de bon sens, quoi. En fait, c'est des parcelles qui ont été drainées, qui n'auraient sans doute jamais dû l'être. Et à un moment donné, la nature, elle gagne toujours à point ses droits. Donc, les zones humides, il faut savoir, faut savoir les préserver. Faut pas se mettre dans la tête de tout assécher parce que on peut pas se battre contre la nature. On voit des années humides comme on a. À un moment donné, elle regagne tout le temps, elle reprend tout le temps ses droits. Alors, je dis pas que le drainage, je jette pas la pierre sur le drainage. On a des parcelles drainées, il y a des endroits, ça se justifie peut-être. Mais je pense que il y a des zones où, qu'il faut absolument préserver, quoi. Quant à la deuxième question, vaste débat de la méthanisation. Oui, il peut y avoir des intérêts. Après, il faut faire attention, donc, quand même, agronomiquement, on apporte un engrais, un fertilisant qui dépourvu de carbone pour nos sols. On manque sur du minéral. C'est une première chose. Et deuxième chose, faut faire attention à ce qu'on met dedans. On va valoriser les déchets, c'est très bien. Aujourd'hui, c'en est fait un. Il y a pas très loin d'ici, il y avait un abattoir avant pour l'alimenter, qui était juste à côté. Aujourd'hui, l'abattoir il est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire plus de maïs et plus d'herbe pour mettre dans le méthaniseur? Ou est-ce que les parcelles qui autour doivent rester à une vocation agricole alimentaire? Et c'est toujours un débat. Hein, je donne pas les réponses. Parfait, tu devrais. Je vais répondre à ta question, puis comme ça, je vais directement répondre à la route. Mais alors, par quoi commencer? Non, je vais pas commencer par la fin, mais j'ai perdu de fil. En tout cas, le soir où je vais finir. Et la méthanisation, je pense que c'est la fin. Et si on arrivait à vivre autrement, si on arrive à vivre dignement de nos productions de viande, de céréales et tout ça, je trouve dommage d'aller chercher une autre source de revenus par la méthanisation parce que nos terres, on aura déjà assez de terres pour nourrir les humains. Donc, je trouve ça un peu c'est faussé et c'est pas logique. Ou est-ce que je pense que le but du jeu qu'on doit avoir, c'est je suis un fervent défenseur de la sur l'élevage de bovins et la polyculture à élevage. Et donc, mais par contre, je sais bien qu'il va falloir qu'on mange moins de viande. Je suis assez d'accord avec vous. Donc, il faut vraiment choisir la viande qu'on mange. Donc, une viande de qualité élevée à l'air. Et ça c'est indissociable. Et donc, par contre, on pourrait mieux s'adapter, je pense, à produire des légumineuses ou des choses comme ça. Laisser un petit peu plus de place des cultures maraîchères, mais aussi à des cultures des légumineuses. Et là, le problème des élus et des politiques, les engagements qu'il faudrait, c'est que nous paysans, on est capable de les produire. On y arrivera. On va s'adapter avec la recherche, tout ça. Par contre, il nous faut des engagements politiques pour les cantines, pour nos anciens, des engagements concrets auxquels on s'engage à vous acheter des produits locaux de qualité, mais à un certain tonnage. Et on ne peut pas nous permettre sur nos fermes de lancer des productions et après d'étaler des productions qui vont nous rester sur les bras parce que soit elle est moins chère ailleurs parce qu'elle est faite dans d'autres conditions. Donc il va falloir que les collectivités s'engagent à acheter des produits de qualité localement avec un tonnage. Et à partir de là, on pourra créer des filières cohérentes et dégager de la privée sur nos exploitations et du coup ne pas aller chercher d'autres sources de revenus qui sont plus problématiques, et la méthanisation en est une parce que on perd des surfaces pour faire de l'énergie, c'est pas une location première. Et en plus de ça, on parle de pollution, pollution de l'eau. On est comme sur des effluents, des produits qui sont quand même assez dangereux et qui peuvent être polluants. Il faut avoir une maîtrise quand même assez fine de ça. C'est de la chimie et de biologie. Si on peut s'en passer, ce serait pas mal. Merci, je vais être très généreux. Je vais laisser la place à une seule question parce que le temps passe. Si on veut manger, ça va être compliqué. Ludo, éleveur de chèvres. Une petite question. Les efforts sont individuels jusqu'à présent. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera à l'État de faire un effort, de remettre vraiment inversé et d'imposer en fait ça à tous les agriculteurs, au lieu que ce soit chaque personne qui le fasse de son côté?
pour que la masse soit consciente que les efforts de tout le monde fera peut-être l'avenir écologique de demain? Je réponds un petit peu, je laisse passer le micro et ça va répondre aussi à la question d'avant. C'est sûr qu'il faut pas oublier que, enfin, voilà, il y a eu un paquet de revendications syndicales du monde agricole dernièrement, et certes, le monde paysan a besoin d'être mieux payé, mieux valorisé, mieux vivre de ses produits. Par contre, on se bat contre le Mercosur, je pense qu'il y a une bonne chose, mais on peut pas demander en même temps à la fois de se battre contre le Mercosur et de dire on a trop de normes. Ça, c'est pas possible. Les normes environnementales, si on veut rester se différencier du Mercosur, il faut qu'on garde nos règles environnementales. Parce que sinon, après, on retourne sur la concurrence du marché mondial et le Mercosur, il est plus, il est plus défendable. Et donc voilà. Et donc, pour ça, que ça soit mieux vécu par le monde agricole, je pense qu'il y a il faudra un plan Marshall de l'agriculture, non, mais enfin voilà, comment ça, mais c'était les lois Grenelle, hein, passé à l'époque du roman, les lois Pisani. Il faudra des lois Pisani de l'agroécologie aujourd'hui, voilà, qu'on n'accompagne pas les acteurs, pour qu'on puisse accompagner les acteurs dans leur transition, quoi. Et que les normes environnementales, elles ne soient pas subies comme un contrôle, on va être pénalisé, mais vraiment qu'il y ait une réelle envie politique d'accompagner et de faire changer le monde agricole. Voilà. Où je vais réagir tout ça. Vas-y, Antoine. Non, du coup, moi, ce qui m'intéressait à l'échelle du territoire, ça serait qu'on puisse mettre en place des fermes pilotes, notamment liées à cette problématique bocagère, avec une différente typologie de fermes en fonction de l'application, intégration des agriculteurs en question par rapport à ce milieu-là, voir les perspectives de développement par rapport à ces différents types de fermes et comment est-ce qu'on peut améliorer la productivité des fermes avec cet outil qu'on a entre les mains qu'est le bocage et que je pense qu'on sous-estime. Hein. Et du coup, on dégageait aussi donc des solutions pour ces différents types de fermes et des solutions techniques parce qu'on manque aussi de recul. Il y a un pragmatisme qu'avaient nos anciens qui ont mis en place ces paysages que l'on a plus aujourd'hui. On se rend compte quand même qu'on a des difficultés techniques pour intégrer ce paysage sur une ferme. C'est pas il suffit pas de planter un arbre ou une haie pour avoir un résultat concret et une valorisation de ce paysage-là sur notre rendement ou notre production. Et il y a encore pas mal de paramètres, là notamment la gestion des eaux de surface qu'on ne maîtrise pas encore lorsqu'on intègre un bocage sur une ferme. Et moi, à l'échelle de ma ferme, en tout cas, j'aurais besoin de conseils, de réflexions et de choses concrètes en fait et techniques, faire des tests, tester les choses pour pouvoir apporter aussi des solutions techniques à nos collègues qui veulent aller dans ces démarches-là et qui, je pense, n'auront à terme pas trop le choix d'aller faire ces démarches. Oui, très, très, très rapidement. Ouais, c'est ce que je fais de mieux, rapidité. Non, juste pour rebondir, je rappellerai quand même que dans les lois Pisani, à l'époque, il y avait le drainage. Ouais. Non, mais par contre, je suis assez d'accord sur le plan Marshall pour l'agriculture. Voilà. Après, j'aurais bien fait un petit parallèle aussi sur la méthanisation. Moi, je suis utilisateur de Digesta, par exemple. Donc, bon, avec mais c'est chez moi par une obligation réglementaire en fait. Hein, grosso modo, voilà. Je préférerais étendre mes fientes, mais ça dépasse la norme phosphore, donc qualité de l'eau, donc elle passe par le méthaniseur pour me revenir sur des formes différentes, ce qui m'oblige encore plus à intégrer des couverts, de la matière organique, à travailler, voilà. Mais je pense que là encore, il y a des réponses. Moi, je suis alors. Vous avez compris, hein, j'ai planté 2 km de haies, j'ai incorporé des couverts, je fais du chanvre, du sarrasin, enfin du tournesol, du maïs, enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Tout autant, le modèle que vous avez ici présent sur la table ronde, il n'est pas
n'est pas le seul dans les modèles agricoles. Et que avant d'obliger, je pense, tous les agriculteurs à planter des haies et compagnie, il faut qu'on se préfère de remporter l'adhésion de tous, parce que si on y va en opposant, et ça marchera jamais. Enfin, clairement, je pense, hein, ce n'est que mon avis, hein, mais on ne va renforcer que les tensions et les divisions, et c'est surtout pas ce dont l'environnement ou les besoins environnementaux demain ou sociétaux ont besoin, quoi. Commençons, voilà, par ne pas faire de division entre nous. On est tous agriculteurs, on a des modèles d'agriculture différentes, avec des filières différentes, de la valorisation qui est différente, voilà. Mais pour autant, on est tous agriculteurs. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que il y a autant de modèles agricoles que de lettres dans le mot agriculture, quoi. Tout ce qui laisse un peu de place, quoi. Ah, donc voilà. Vous voulez réagir. Pendant ces réactions, je vous laisse tous réfléchir à une ultime question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est, selon vous, connu des agriculteurs et qui mériterait d'être connu de tous? Et on terminera. Qu'est-ce qui est peu connu des agriculteurs, connu de la majorité des agriculteurs, selon eux, et qui mériterait d'être connu de tous? Voilà, si certains ont envie de réagir à cette dernière question avant que... Ouais, moi, je vais juste répondre rapidement, puis vous mettre à venir un petit peu. Le PTB, c'est qu'il y a un outil localement qui nous a quand même servi, c'était les mesures agro-environnementales et climatiques. Et donc, du coup, c'était une forme pour réussir un changement de système favorable à l'environnement et à la climato. C'était quand même, les MAE étaient quand même un très bon outil où on oriente à dire à garder un pourcentage d'herbe, à diminuer la pression phyto. Et là, vous étiez c'est vous qui les avez mis en place, et c'est quand même un outil. Et après, le dernier outil, c'est la PAC, mais la PAC, on ne la maîtrise pas, ou enfin, il faut monter haut pour la dire. Bon, face à la question aujourd'hui du climat d'adaptation, je pense que cultiver la diversité, je ne sais pas si c'est méconnu, mais moi, ça peut être une certitude. Cultiver la diversité, que ce soit la biodiversité du sol, de la surface, des diversités de cultures et les rotations, les diversités d'arbres présentes sur la ferme, c'est un gros moyen de s'adapter face aux changements des foot. Y a-t-il une autre réaction en lien avec la question? C'est bon? Pas nécessairement. Pierre, Julien, Nickel, tous les... Je vais être court. Si je réponds avec mes trois casquettes, si je prends ma casquette d'agriculteur céréalier, du coup, je veux dire que ce qui est peu connu, qui devrait l'être encore plus, et qui est assez simple à mettre en place, et je pense que c'est le premier pas vers une transition, c'est les couverts, pour faire remonter les taux de matière organique. Enfin voilà, je vous passe, tout le monde l'a compris maintenant. Si je prends ma casquette d'éleveur, je pense qu'un des points clés, ça a été abordé un peu ce matin, mais clairement, les coups de chaud, quel que soit le mode d'élevage et quelle que soit l'espèce élevée, les coups de chaud sont quelque chose sur lequel on travaille pas assez. Enfin, c'était assez frappant dans les graphiques, hein. Et je pense que l'adaptation de nos modèles d'élevage à l'excès de température sera plus problématique encore qu'à l'excès d'humidité. Et si je prends ma casquette de Cavac, j'aurais tendance à dire que voilà, ce que j'en disais tout à l'heure, ce qui est pas assez connu, c'est des modèles qui permettent de la diversité dans les structures comme diverses. Eh bien, Julien, Serge, Pierre, si vous avez envie de faire un petit mot pour conclure. Sur quelque chose il y a plein de choses qu'on a dit, je vais pas répéter, hein. Il faut savoir, les agriculteurs ne savent pas encore, notamment dans la région, qu'ils sont assis sur un potentiel de maraîchage et d'arboriculture énorme, économiquement parlant, pour 2050. Tout le monde va se tourner vers vous, hein, quand l'ESPAD ne pourra plus produire. Et il faut que quand on se tourne vers vous, vous soyez prêts à accepter le marché, que vous ayez déjà réfléchi à ça en avance, pour que vous soyez les premiers à produire. Sinon, ça va aller dans les vallées suisses, le sud de l'Allemagne, la Slovénie, le nord de l'Italie. Ce sera eux qui prendront le marché. Il y a un marché vacant qui va être présent pour le Maroc et l'Espagne, et c'est nous qui vont reprendre. Voilà, à la qualité française, bien sûr, sans espagnol. Un dernier petit mot, ouais, et on restera là-dessus. Alors, moi, je dirais humblement, ce qui mériterait d'être plus connu, c'est les trajectoires d'évolution. C'est-à-dire,
techniquement, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Vous avez plein de choses à disposition, plein d'idées, voilà. Mais comment on fait pour mettre en place ça dans des systèmes qui ont énormément d'inertie, qui répondent à des obligations aussi économiques? Bah là, il y a du boulot parce que c'est pas si évident que ça, alors qu'on a l'impression qu'on a tout à disposition, hein. On va conclure la table ronde là-dessus. On va bientôt enchaîner par le repas. Serge, tu veux dire un mot de la BD? Ah oui, c'est vrai. Vous l'avez trouvé où d'ailleurs? Ah, Oh, j'ai peur. J'ai complètement oublié que j'avais une BD. Oui, donc la plupart des choses qu'on a discutées, hein, les paysages, les sols, etc. J'en parle effectivement dans une BD. Dr Zarge, donc c'est un mélange de Serge Zaka dans les mots et l'agroclimatologie. C'est la première BD sur l'agroclimatologie, même le premier livre d'agroclimatologie en France, la première BD dans le monde. Et voilà, elle est disponible chez les éditions Les Tardigrades des Bretons, encore quelque chose de français. Et c'était bas, j'ai emposé un exemplaire là sur les tables, vous pourrez le lire. J'ai aussi ma biographie qui sort chez HarperCollins le 5 mars, où là c'est plus difficile à lire, on va dire. C'est un gros livre de 300 pages. Merci.